Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on s'en va à Actonville visiter le domaine du Cap. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Je suis avec Nicolas Baron. Salut Nicolas. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Là, ceux qui sont en version audio, vous ne voyez pas le background de Nicolas, mais c'est ses vignes, mais en version été, pas vigne actuelle. Là. C'est moins sexy à ce temps-ci de l'année. Là. On aime Ouais. mieux le montrer en version summer. Donc là, vous autres, vous êtes une érablière, un vignoble. Et une distillerie. Et une distillerie maintenant. Ça fait combien de temps que vous distillez? Ça fait pas super longtemps. Disons qu'on a commencé à l'hiver 2020. Premier test, premier essai d'aromates, des équipements, etc. Avec une petite récolte de raisins de l'année précédente. Une récolte qui n'était pas assez qualitative pour faire des vins. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'idée de devenir distillerie. On avait même pas une tonne de raisins, puis on se disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va vendre ça pour pas grand-chose, tandis qu'on pourrait en profiter pour apprendre à distiller puis valoriser nos matières premières, les marcs, des sirops d'érable même qui peuvent avoir des défauts, ou des récoltes qui seraient moins qualitatives. Donc, on voulait s'ouvrir la porte pour maximiser notre production, maximiser diversifier les produits, puis voilà, utiliser au maximum qu'est-ce que nos terres nous donnent. Ça fait combien de temps que vous êtes établi, là, pas la distillerie, c'est juste cet hiver, mais la cabane à sucre, l'érablière, le vignoble? Dans le fond, c'est les parents de ma conjointe qui ont fondé l'entreprise. Puis la première récolte de sirop d'érable ici a eu lieu à l'hiver 1998. Puis 2002, c'était déjà une érablière certifiée biologique. Et puis, ils faisaient, eux, déjà de la transformation de produits d'érable. Puis, nous, on est arrivés en 2016. En fait, ma blonde a toujours participé au sucre autant qu'elle le pouvait, là, mais moi, je suis arrivé avec elle, on va dire en tant que relève là, à la saison 2016 où on s'est construit sur la terre, puis on a débuté le développement de nouveaux produits, l'implantation des vignes, la vinification du sirop, parce qu'on a aussi une boisson alcoolique d'érable, un vin légèrement liquoreux d'érable. Donc, 2016, notre début à nous, mais 98, l'entreprise. Justement, parlons-en, ça a été ton idée à toi, le vin d'érable, le premier coup? Vin d'érable, en fait, quand on a commencé à travailler sur le développement de produits, ma blonde puis moi, on n'était même pas encore déménagé ici. Puis moi, je suis originaire de la Rive-Sud de Québec. Ma blonde travaillait dans ce coin-là. Fait qu'on préparait notre déménagement, on préparait notre projet d'entreprise, de relève. Puis on s'était assis au comptoir du Cosmos à Québec. Ceux qui sont de la région de Québec vont reconnaître le Cosmos sur Grande Allée. C'était ma place. Puis on a viré le napperon à l'envers, puis on s'est fait un mind map avec qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Puis on a tiré des branches de tous les côtés sur tout ce que ça pouvait être. Puis on a abouti à faire un alcool d'érable. Puis c'est une idée de ma blonde et moi. On a fait une liste là, immense de choses qu'on pourrait faire. Puis maintenant, on a ressorti ce napperon-là parce qu'on l'a encore. Puis on est en train de réaliser qu'on a avancé dans pas mal de ramifications. Mais c'est une idée qui venait de nous deux. On ne savait pas qu'est-ce que ça serait ce produit-là. Puis on ne connaissait rien à la vinification. On ne connaissait rien à tout l'aspect de production, même artisanale de boissons alcooliques. Fait que, oui, c'est venu d'elle et moi. Puis maintenant, on a attaqué ce projet-là une fois qu'on était ici. Aller chercher les permis pour faire un vin, on va le mettre entre guillemets parce que c'est pas un vin, là, mais un alcool d'érable, ça a-tu été compliqué? J'ai envie de dire complexe, là, mais tu sais, les choses complexes, c'est un assemblage de petites choses simples. Fait qu'une fois le projet décomposé, c'est bien réalisable, mais c'est sûr que tu sais, il y a l'aspect de règles municipales, après ça, les règles de la Régie des alcools, la licence fédérale, puis là, il faut. Tout le monde s'attend un peu dans ces processus-là. Fait que c'est pour ça que je dis complexe, mais en fait, on était un producteur qui voulait être producteur artisanal qui avait déjà sa propre production. Fait qu'il n'y avait pas d'enjeu là, à faire changer des réglementations. Tout était là, tout était possible. Fait que c'était bien plus
de bien, comment je dirais, bien planifier le projet, puis de prendre le temps de faire la paperasse, puis de répondre aux questions qui venaient avec. Puis ça a été la même chose quand il a été le temps d'ajouter le permis de distillation artisanale, là, un assemblage de petites choses simples qui fait que c'est quand même, je dirais, quasiment un an de paperasse. Là, c'est pas à temps plein, évidemment, mais un petit bout là, puis à un moment donné, on rassemble tout ça, puis un jour, on reçoit notre enveloppe. Puis, ben là, on était à l'approche du COVID. C'était plus un courriel qu'une enveloppe, mais voilà, c'est ça. Puis avec toute cette paperasserie-là, ça a été quoi, mettons, votre plus grosse embûche ou l'affaire qui a été le plus compliquée, là, que vous êtes peut-être repris une couple de fois ou que ça ne marchait pas? Ben, j'ai envie de te dire que j'ai pas eu d'embûche majeure là, où ça a été difficile. En fait, moi, je voulais faire un petit projet si on parle de la distillerie, là, un projet de micro-distillerie assez simple. C'est un complément à nos productions actuelles. Fait que l'idée n'était pas de faire un immense bâtiment. Donc, la distillerie est à même notre cuverie pour la production des vins de raisin et boissons alcooliques d'érable. Il y a eu, je dirais peut-être sur le projet de vin d'érable, là, donc le tout premier projet de permis, quelques embûches au niveau là, de la récupération des eaux usées. C'est un peu comme s'il n'y a pas de normes vraiment qui existent pour les vignobles, là, les productions de vin artisanales. Fait que ça, il a fallu un peu comme faire le chemin et dire, ben, on propose ça, acceptez-vous? Oui, non, mais ça s'est quand même bien soldé. Là, fait que j'ai pas envie de dire que c'est une embûche majeure, mais c'est là où j'ai mis quand même beaucoup de temps pour essayer de simplifier ça au maximum. Et c'était à toi comme de faire la loi un peu puis de la faire Ben, passer. Là. Ben, quasiment, parce que c'est ça, il n'y a pas de règle décrite du genre un vignoble qui produit tant, génère tant d'eau usée, puis ça prend tant de. Puis la ville, blablabla, ça n'existe pas, là. Fait qu'il a fallu, amener des éléments, puis monter le dossier pour qu'à la ville dise OK, ça cadre dans mon règlement, go. Fait que c'est ça s'est réglé. Puis là, si tu dis que tu avais à peu près 1 tonne de raisin l'année passée, ça veut dire que ça fait quoi, 3-4 ans qu'ils sont plantés tes vignes? Oui, là, c'est leur quatrième été qui démarre. Fait que, ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est à la saison 2019 là, qu'on a récolté là, pas tout à fait 1 tonne. Fait que l'année dernière, ça a été un petit peu plus gros comme quantité. Là, on va faire des premiers vins avec ça. Là. Puis, C'est quoi les évidemment, on a comme cépage, on a 2 cépages qui nous demandent un petit peu plus de travail, 2 vinifera, Pinot Noir et Riesling. Mais somme toute, à ce jour, qui vont très bien. On n'a pas de problème majeur. Même, je dirais que ça va relativement très bien, mais il nous demande quand même plus d'interventions. Puis, des interventions, j'ai envie de dire, par exemple, de prévention. Donc, on travaille avec un cahier de charges bio. On n'est pas certifié, c'est bien important. On continue d'apprendre comment nos petites vignes fonctionnent avant d'aller vers la certification, mais c'est notre objectif. Sauf que, c'est ça, on travaille avec le cahier de charges bio, fait qu'on fait beaucoup d'interventions préventives. Puis à ce jour, ça va très bien. Ça peut changer n'importe quand, mais à suivre. On continue d'apprendre avec ça. Fait qu'on a Pinot Noir Riesling, puis on a 2 hybrides rustiques, là, le Saint-Pépin, le Marquette. Le Saint-Pépin, c'est un cépage chouchou, c'est aromatique, c'est bon, ça sent bon, ça goûte bon, il est beau, il va bien, il est en santé. Le Marquette aussi va très bien, là, mais le Saint-Pépin, disons que on l'avait dégusté avant de planter des vignes, puis ça a été notre premier sur la liste. On va planter du Saint-Pépin. Puis Marquette, ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le petit frère du Frontenac un petit peu. C'est arrivé un peu après le Frontenac parce que le Frontenac était trop acide un peu, malgré son beau rendement en sucre. Puis là, le Marquette, c'est comme le meilleur des mondes de ça. Là. Ouais, puis il y a comme grand-père à quelque part dans sa lignée, là, le Pinot Noir. Fait que c'est quand même un raisin rouge qui est dans la délicatesse. Là, c'est certain que ça ne goûtera jamais le Cabernet Sauvignon de la Californie, là, mais on n'a vraiment pas la prétention de vouloir faire des choses qui ne peuvent pas se faire au Québec. Fait que, on est dans la délicatesse. Fait que là, tu as tous ces beaux produits-là, puis tu dis, on va distiller, là, je suis rendu à l'autre étape, on rajoute cette corde-là à notre arc ou ce branche-là à notre arbre, si on affronte. Et puis, ça a commencé, comment ton alambic, tu l'as magasiné comment, ton instruction, tes connaissances, tu es allé chercher où? Oui, moi j'ai travaillé avec, en fait, j'ai demandé des références à mon conseiller en vin où
j'ai demandé, as-tu quelqu'un à me référer qui pourrait me former dans la distillation? Puis, il m'a référé à un monsieur qui s'appelle Luc Bordelot. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les distilleries au Québec qui ont travaillé avec Luc, mais c'est quand même un bonhomme qui connaît très, très bien tout l'aspect de distillation, puis de boissons et de spiritueux. Là, disons que ça a été son domaine pendant plusieurs années. Et puis, j'ai fait un premier, écoute, je me souviens, là, j'étais même assis dans mon camion à côté de ma première petite cuverie, puis j'y ai dit, tu sais, je veux regarder pour la distillerie, là, je m'enligne sur quoi comme équipement, là, tu sais, c'est quoi mon échelle de budget? Je sais bien que je peux mettre probablement à l'infini, là, mais tu sais, si je veux commencer par faire, disons, une eau de vie avec l'érable, une eau de vie avec le raisin, peut-être éventuellement aller vers des alcools plus raffinés comme le gin, par exemple. Tu sais, je sais quoi qu'il faut que je fasse comme budget. Puis là, ben, on a eu quand même une longue discussion. Il me disait, tu sais, tu peux t'acheter un alambic à 2000 pièces, tu sais, comme tu peux aller vers une affaire à 150 000 là, tu sais, mais tout va être un peu dans ton besoin. Puis ta volonté aussi d'avoir un bel équipement. Puis là, ben, moi, ça m'a sonné un peu une cloche, ça, parce que je cherche avant tout un produit de qualité, un produit final de qualité. Puis, comme on a quand même, je dirais, plusieurs secteurs de production, l'érablière, la transformation de l'érable, les vins de raisin, la production. Fait que je ne voulais pas faire un projet de distillerie qui allait être très onéreux. Je cherchais la simplicité. Je voulais valoriser des matières premières qu'on a renvoyées au compost. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Là, tu sais. Fait que, puis Luc, il m'a dit, écoute, tu sais, ça ne fait pas des beaux alambics, mais tu peux utiliser un drum en inox pour faire ta bouilloire d'alambic, tu sais, puis comme un drum à sirop d'érable. Fait que là, tu sais, moi, ça a cliqué un peu dans ma tête que c'était peut-être un avenue intéressant. On transforme du sirop d'érable. Puis c'est pas parce que j'avais des drums qui ne servaient pas, mais je me disais, ça peut être correct pour nous là, tu sais, de travailler avec ça. Puis, fait que ça a juste été là l'élément de départ qui a dit, je pense que je peux réaliser un projet qui est financièrement viable puis qu'on pourra rentabiliser rapidement. Là. Fait que avec Luc, on a commencé à se rencontrer. On se rencontrait au Saint-Hubert de Sainte-Julie. On n'était pas encore en pandémie dans ce temps-là. Puis là, ben, on magasinait des composantes d'alambic pour construire la colonne. Fait qu'on l'a fait ensemble. On l'a un peu dessiné, designé ensemble. Puis il est modulable. Là. Je peux autant faire mon alcool neutre de gin avec que de le rapetisser ma colonne, faire un eau de vie. J'ai mes plateaux en cuivre dedans au besoin. Fait que Écoute, moi, je trouve que c'est un beau petit alambic, là, mais il y a un style un peu brut quand on le regarde. Il n'y a pas l'air d'un bel alambic en cuivre comme on voit dans certaines photos sur les réseaux sociaux. Puis Luc, il m'a dit, il faut que tu y trouves un nom. Puis là, quelqu'un que je connais, là, qu'il y a le nom d'une demoiselle pour son alambic. Mais moi, je l'ai appelé Bob. Ça faisait... c'est Bob. C'est son allure. Là, il travaille bien, il fait ce qu'il a à faire, mais c'est Bob. Fait que finalement, il est pas mal unique, là, ton alambic. C'est toi qui l'as bâti. Puis... Exactement. Là, il ressemble à aucun autre. le premier produit que tu as fait avec cet alambic-là, c'était quoi? C'est une grappa. C'est mon eau de vie de raisin. Parce que d'abord, c'était ça notre matière première, parce que Luc a passé du temps ici pour la formation. J'ai fait des formations à l'extérieur aussi, là, mais il est venu passer du temps ici pour qu'on roule les équipements et qu'on travaille ma matière première. Fait qu'on a travaillé sur une eau de vie de raisin là, de style grappa qui a été la première ébauche de notre eau de vie, si on veut. Puis, on a aussi fait, après ça, un alcool neutre avec les têtes et les queues qui nous restaient. Puis, fait que ça a été une belle semaine de formation, ça, où on a passé à travers à peu près tous les produits quasiment qu'on pouvait faire, là, avec l'alambic. Et puis, c'est ça. Fait que ça a été la grappa, puis un premier test de gin qui, lui, était fait avec les restants de raisin, si on veut. Là. Maintenant, aujourd'hui, on fait notre gin avec du sirop d'érable. On utilise du sirop d'érable pour faire notre alcool dans notre gin. Mais, on a fait nos premiers tests avec un alcool, mais quand même très purifié. Fait qu'à un moment donné, on ressent plus ou moins la matière première là, rendue à 92 % d'alcool. Oui, c'est ça, tu le montes vraiment en alcool neutre, puis après ça, tu pars. Puis ça a été le premier en vente chez vous, la grappa? On a mis la grappa puis le gin sur la tablette en même temps parce que quand on a fait ces tests-là, c'était en février 2020. Puis la saison des sucres qui a suivi a été une grosse saison. Puis ça a été une saison pandémique là, avec beaucoup d'intérêt pour l'achat local. Fait que ça a été une folie.
j'espérais avoir le temps d'embouteiller. J'aurais eu quelque chose comme une 60aine de bouteilles de gin et de grappa. J'espérais le faire pour voir un peu tenter le terrain et tout avant l'été. Mais ça n'a pas été possible, je n'ai pas eu le temps. Puis à l'été, on commençait des agrandissements justement pour la cuverie, la distillerie. Fait que ces projets-là ont été mis de côté. On a retravaillé là-dessus uniquement en décembre dernier. Fait que, les deux ont été rendus disponibles en mars 2021, la grappa et le gin. Moi, celui que j'ai pu goûter, c'était votre gin, justement. Yes, Montréal-Portland. Oui, mais pourquoi ce nom-là? Moi, je le sais, parce que j'ai lu en arrière, là, mais expliquez donc. Oui, c'est ça. Ben, écoute, ce qu'on voulait avec nos spiritueux, c'était de faire rayonner un peu notre région, puis lui rendre un peu honneur. Nous, on est à Actonville, tu l'as mentionné tantôt en intro. Puis Acton, c'est une municipalité qui s'est développée autour d'un chemin de fer. Ici, là, on était entre les cantons de l'Est, puis les seigneuries là, dans le coin de, on va dire, Saint-Hyacinthe. Fait que c'était un trou Actonville, là, puis pas un trou... prenez-moi pas mal au mot, là, mais c'était la forêt, puis c'était dans le milieu de deux régions. Il y avait une bande tampon pour qu'il y ait de chicane entre les Anglais et les Français. Puis il y a des gens qui sont venus s'installer ici et commencer à bûcher parce que c'était forestier, là, puis c'était généreux comme territoire. Et on a installé ici, en 1850, on a commencé la construction du chemin de fer, puis ça reliait Montréal à Portland, dans le Maine, qui donnait accès, on va dire, aux entreprises, etc., là, accès à un port sans glace en hiver. C'était ça l'objectif. Actonville fait partie du grand tronc qui reliait Montréal à Portland, dans le Maine. Et puis, écoute, il y a une gare encore, la gare que tu vois sur la bouteille, mais ici, c'est vraiment la gare d'Acton qui est centenaire, qui a été restaurée, qui est un superbe bâtiment en plein centre d'Acton. Quand on arrive des deux côtés, on arrive quasiment à cette intersection-là. Donc, on voulait rendre hommage à notre région. Et voilà, la raison de Montréal-Portland. Puis là, tu disais que ton premier 60 bouteilles, ta première batch, tu l'avais faite avec ta grappa. Mais là, la batch actuelle, là, ça, c'est fait avec une espèce d'acérum, un alcool d'érable. L'alcool provient de l'érable, exactement. Exactement. Au nez, c'est vraiment beau, c'est délicat. Peux-tu me parler de tous les aromates que tu utilises dedans? Oui, oui. Écoute, on est très, très simple au niveau des aromates. On n'a pas un grand portefeuille d'aromates dans ce produit-là. On a une bonne base classique de baie de genièvre, de graines de coriandre. Et puis, ça, on les fait macérer. Puis, dans l'alambic, on ajoute une petite touche de feuilles de laurier et on va dire des feuilles de cèdre, là, donc vraiment la partie verte du cèdre. Fait que j'ai 4 aromates, c'est très simple. On sent le petit côté agrumé de la coriandre. Donc, évidemment, on a la baie de genièvre. Tu vas avoir une petite touche poivrée très délicate qui vient de la feuille de laurier. Puis, on a le cèdre qui vient parfumer le tout. Puis, je pense qu'on a réussi à faire un dosage qui n'est pas tannant. Si on l'utilise dans un cocktail, le cèdre, il ne prend pas toute la place. Il se dose bien avec le reste. En tout cas, on est bien fiers. Fait que c'est sûr que je ne vous dirai pas que c'est mal dosé, mais on est pas mal fiers. Oui, mais c'est vrai que, comme je disais, au nez, c'est quand même délicat. Là. C'est pas punché. Ça ne sera pas un gros, mettons, forestier parce que tu mets du cèdre. Là, il est vraiment bien dosé. Et puis, oui, on a un petit côté agrume de la coriandre. Tu sais, le cèdre, c'est quand, comme je te dis, il est subtil. Si tu ne m'avais pas dit, c'est pas sûr que je l'aurais découvert. Je ne suis pas un expert non plus. Là. Peut-être qu'un grand œnologue aurait dit oui, il y a du cèdre là-dedans, mais moi, je le trouve vraiment bon. Là. Les gens, quand on leur fait goûter, on ne leur dit pas tout de suite, en tout cas ceux qui ne savent pas. Puis les gens vont chercher dans une petite touche de conifère, c'est-tu ça? Ils ne sont pas sûrs. Elle est assez délicate pour laisser les gens chercher un petit peu, là, c'est-tu sapin, c'est-tu cèdre, c'est-tu romarin? Donc, voilà. Puis tout seul comme ça, il est super bon, mais j'imagine que tu as déjà fait des tests de cocktail avec. Oui, bien, puis on n'a pas fait de temps, hein, parce qu'on l'a relâché en plein début de temps des sucres, puis en disant qu'on a plus ou moins le temps de faire la mixologie dans le temps des sucres. Puis, ben, écoute, je sais que tantôt, tu étais en entrevue avec notre... 1642. 1642. Le subtil nordique, c'est notre trèfle avec notre gin, mais ça, un peu libre à tous là, de faire ces essais. Moi, je suis un amateur de dry martini, là, très dry, pas
pas beaucoup de martini. Puis je me demandais si ça allait le faire avec mon gin, tu sais, puis vraiment avec une petite cuillerée de jus d'olive, puis une petite touche de martini, là, juste pour adoucir un peu. Ça fait vraiment un super bon dry martini. Puis, comme tu as dit, il se boit bien comme ça. Là. Quelqu'un qui aime vraiment prendre une petite once, à la limite avec une glace ou un bloc gelé, là, un petit on the rock, là, un vrai on the rock, ça peut faire un très bon digestif. Là, c'est assez délicat pour être pris comme ça. On travaille beaucoup notre alcool. Tout de même, on a un petit alambic, comme je disais, c'est très modeste, mais on s'assure de la pureté de l'alcool. On prend le temps de le filtrer avant de faire nos aromates, de le filtrer au charbon. Fait qu'on on s'approche d'une qualité de vodka là, avant de commencer à l'aromatiser. Donc, c'est vraiment pas gênant comme produit. Puis là, tu disais pendant le temps des sucres, tu n'as pas le temps vraiment de jouer au mixologue, mais tu as essayé dans le réduit un peu? C'est ça. Puis pour vrai, ça aussi, c'est vraiment un must. Quelqu'un qui voudrait l'essayer, là, parce que je vais vous donner un petit truc en même temps. Là. Du réduit, là, c'est à peu près du sirop 50% avec de l'eau. Fait que si vous voulez reproduire chez vous du réduit, mettons une portion d'eau, une portion de sirop, ça fait à peu près du réduit. Fait que si vous voulez l'essayer, puis faites-le chauffer un peu, eau, sirop, chauffer, ajoutez une petite once de gin, puis vous allez voir l'effet de la cabane revenir. Mais oui, c'est très bon. Puis un petit cocktail simple, une petite touche de jus d'orange ou peut-être 2 onces, 1 once de gin, une cuillerée à thé de sirop d'érable allongé au tonic. Ça fait aussi un très bon cocktail. Le petit côté conifère léger que le cèdre amène avec l'agrume, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un bon fit. Ouais, c'est ça, là. Je l'ai en bouche depuis tantôt, puis c'est vrai que là, le cèdre, je le sens un peu. C'est peut-être parce qu'on en parle depuis tantôt aussi, là. Ouais, mais le cèdre, là, il est plus présent en finale. Oui, exact. Non, fait que écoute, on est pas mal fiers de ce produit-là. On travaille déjà sur le deuxième lot qui va arriver. Ben là, je n'ai pas de date, mais ça ne tardera pas parce qu'on est déjà en production. Là. Dès que la saison des sucres s'est terminée, on a remis en fermentation du sirop pour faire notre alcool neutre. Fait que, on va commencer à distiller d'une journée à l'autre. Ça ne tardera pas. Quand même, il y a quand même un peu de travail derrière ça. Hein? Vous êtes tous des amateurs de distillation et de spiritueux. Là, vous êtes probablement sensibles à ça, mais faire 500 bouteilles de gin, on fait plusieurs heures de distillation. Plusieurs distillations, on réassemble, on fait une deuxième distillation. Après ça, moi, je filtre au charbon. Je redistille avec mes aromates. Fait que, on passe quelques jours là, à travailler. Là. Je trouve ça bien intéressant, la distillation. D'abord, c'est relativement nouveau pour moi, mais entre la vinification où on met en cuve, on s'assure de l'intégrité, puis que ça soit bien protégé, puis que ça travaille bien, puis les températures, c'est long, puis on n'intervient pas souvent. La distillation, c'est un peu plus court, mais on intervient vraiment, vraiment souvent. Fait que il y a une mécanique derrière la production spiritueuse qui est bien intéressante. Fait que j'aime bien le partage d'un monde à l'autre. C'est bien intéressant de côtoyer les deux. Oui, puis ça va remplir tes trous un petit peu plus vite dans la saison. Il n'y en a pas gros là, avec tous les jobs que tu as, là, mais c'est ça. Ça va te permettre de diversifier un peu. Exactement. Puis, pour nous, il y a un aspect important qui est la qualité des produits dans tout ce qu'on fait, là, autant au niveau du sirop d'érable, les produits transformés, les vins, puis là, les spiritueux. Fait que, on n'est pas une entreprise de quantité, là, mais on est une entreprise qui veut vraiment prendre le temps de livrer un produit de qualité qui se démarque, nécessairement qui se démarque de façon positive. Puis là, la prochaine batch qui s'en vient, elle devrait sortir, mettons, quelque part en mai. Là. Oui, mais peut-être début juin, mettons. Combien de bouteilles par batch que tu fais? Ça devrait ressembler autour de 500 par batch. Oui. C'est une quantité qui va bien avec le format d'alambic qu'on a, qui va bien aussi en temps. Puis 500 bouteilles, c'est sûr que là, ça s'est vendu très, très vite le premier lot. Là, toujours l'engouement du premier lot. Fait que peut-être que le deuxième, ça va être plus lent. Là, ça ne serait pas surprenant non plus. Mais en même temps, on l'a peu diffusé. Là, ça s'est vendu beaucoup dans notre réseau aux alentours. Fait que, ouais, ça va être un 500 bouteilles là, qui devrait nous permettre de passer une partie de l'été, j'imagine. En tout cas,
C'est sûr que le plus vite ça se vend, le plus le fun c'est, mais en même temps, notre objectif, nous, c'est pas de vendre 10 000 bouteilles par année, puis on vend ici à notre boutique. On n'a pas prévu s'en aller en SAQ avec ça. Fait que c'est sûr que ça rend le produit moins accessible, plus exclusif, mais ça fait partie de notre modèle d'affaires quand même. Puis si jamais quelqu'un veut aller vous visiter, c'est-tu mieux d'appeler avant? C'est-tu mieux de. Ouais, mieux d'appeler avant. Pour la saison estivale, on est ouvert jeudi, vendredi, 10h à 17h, évidemment fermé sur l'heure du dîner. Puis on ouvre le samedi de 10h à 15h, aussi fermé sur l'heure du dîner. Mais c'est toujours mieux de nous donner un petit coup de fil si quelqu'un veut venir déguster. Là. Puis on travaille sur des petits forfaits dégustation pour l'été qui va arriver là, avec les vins aussi. Fait que, puis évidemment, tout ça dans le respect des normes COVID. Là, tout n'est pas simple, tu sais. Fait qu'on veut faire plein d'affaires. On ne sait pas si on peut tout faire, mais bon, on va s'ajuster semaine après semaine, là, mais oui, toujours mieux de donner un petit coup de fil. Ce qui peut être intéressant de mentionner, c'est qu'une fois par mois, je livre Québec-Lévis moi-même. Fait que s'il y a des gens de la région de Québec-Lévis qui sont intéressés et qui ne peuvent pas se déplacer, ben on livre à domicile nous-mêmes. Fait que ça, c'est permis par les lois, la livraison d'alcool. Et puis, on le fait aussi une fois par mois pour toute la rive sud de Montréal. Fait que, on peut facilement desservir pas mal de gens là, qui n'ont pas la possibilité de venir à Actonville acheter le produit. Puis ces gens-là de Rive-Sud puis Québec, ça fonctionne, ils achètent en ligne puis ils attendent la fois du mois que tu viens de livrer? Oui, écoute, tout est expliqué en ligne, là, c'est très simple, mais Québec-Lévis, c'est le 2e mardi de chaque mois. La Rive-Sud de Montréal, c'est le 3e mardi de chaque mois. Fait que c'est assez simple. Puis là, ils ne sont pas encore disponibles en ligne, là, mais dès qu'on lance le 2e lot, on va le rendre disponible en ligne parce qu'on ne voudrait pas non plus faire attendre les gens 2 mois leur commande. Là, mais fait que ça va être lancé sous peu en ligne avec la livraison mensuelle à domicile. Là, quand même un bel avantage. Puis ceux qui y vont, tu disais, tu n'es pas trop loin de Drummondville, mettons, c'est quoi, 20 minutes? Oui, on est à, mettons, 30 minutes de Drummond, 35 de Granby, 40 de Sherbrooke, 35 de Saint-Hyacinthe. Là, fait que ça vous donne une idée. Là. Faites un rond avec toutes ces villes-là. Acton est au milieu. C'est ça. OK, bien parfait. Puis vous avez un beau Facebook que les gens peuvent vous suivre aussi, savoir quand le prochain lot va être relâché et tout. Oui, absolument. Tout est sur la page du Domaine du Cap, Érablière Vignoble sur Facebook. Effectivement, tout est là. Puis quand on va relâcher, ça va être annoncé là. Et puis, est-ce que là, je sais que à date, là, tu as fait un lot, tu vas refaire l'autre, mais as-tu des idées déjà de faire vieillir ton eau de vie d'érable, des choses comme ça là, qui s'en viennent? Oui. Justement, puis, tu sais, je suis, je vais dire de près, là, mais avec quand même un peu à distance, ce que les gens sont en train de faire avec l'appellation d'Acérum, parce que je veux adhérer, puis je veux travailler avec ces gens-là. Je trouve que c'est un très beau projet que de créer une appellation pour l'eau de vie d'érable. Donc, ça fait partie des prochains projets. D'ailleurs, là, dans notre alcool qui est en fermentation, il y a une portion qui est réservée à l'acérum. Et puis, on veut travailler aussi. Écoute, la beauté de notre petit équipement, c'est qu'on peut travailler des petits lots. S'il y a un petit lot qui est moins vendeur, c'est pas grave. On le répétera plus tard ou on ne le répétera pas, mais on veut quand même essayer de travailler. Je vais appeler ça un vieux gin, là, mais peut-être un style un peu Old Tom, légèrement sucré à l'érable, travailler sur des aromates un peu plus vanillés peut-être, là, avec le sirop. En tout cas, ça, c'est aussi dans le collimateur pour les prochaines semaines. Débuter à faire des tests là-dessus. On ne veut pas en faire une liqueur, mais on voudrait évoquer l'érable un petit peu plus. Fait que ça, on le travaille. On travaille une vodka aromatisée à l'argousier. Il y a une productrice d'argousier dans notre région. Fait que je travaille la macération de l'argousier. Présentement, là, je fais des tests de dosage. Nous autres, on veut, comme je disais, je me répète, on n'est pas une entreprise de quantité, mais de qualité, puis en même temps de diversité. Fait qu'on va essayer des petits lots de plein de trucs. Il y a peut-être des choses qui ne reviendront pas, il y a peut-être des choses qui vont revenir. Comme la grappa, si la récolte, à un moment donné, nous le permet, on veut faire peut-être un lot de grappa vieille. Fait que c'est un peu vers là qu'on s'en va. C'est ça qui est le fun avec le permis d'artisanal, c'est que tu peux faire des mini-batchs, puis tu n'as pas à passer à travers tout le processus d'acceptation de SAQ, puis tout le kit. Là. Exactement. Ça, il faut le prendre comme ça à notre avantage. Puis
ça fait des beaux produits qui nous permettent de justement faire aller notre créativité. Puis en même temps, c'est le fun de voir la clientèle qui a de l'intérêt pour ces produits-là. C'est une clientèle qui est sensible, puis qui est, comment je dirais, sensible à la qualité, puis c'est une clientèle qui a beaucoup d'intérêt envers ces produits-là. Fait que quand ils le dégustent, là, c'est pas juste comme ça goûte-tu mon vin habituel? Non, ça déguste, ça cherche la différence, ça cherche la particularité. C'est le fun de voir leur visage. C'est le fun de voir les gens comment ils réagissent. Fait que, ouais, des beaux produits. Avec tes spiritueux en vente juste chez vous ou pratiquement, mais on n'a pas le choix de passer, de goûter, de jaser avec vous autres. Fait que, c'est le fun de connaître le produit, pas juste goûter parce que la bouteille est belle puis je la jette. Là, tu sais le fond, tu connais le terrain aussi. Fait que, c'est le fun. Exactement. Oui, exactement. Exact. Ben, chapeau, ben, là, tu me parles de plein de beaux produits qui te trottent dans la tête. J'ai hâte de découvrir ça. Ceux qui ne sont pas déjà abonnés, allez vous abonner à leur page Facebook. Là. C'est facile. Domaine du Cap, Érablière Vignoble. Oui. Domaine du Cap, Érablière Vignoble. Puis, vous allez nous trouver facilement. Là. Il n'y en a pas deux. Là. En fait, il y a un domaine du Cap qui est une résidence pour personnes, je pense, âgées, à quelque part au Saguenay. Là. Fait que, il n'y aura pas de doute là, si vous n'arrivez pas au bon domaine du Cap. Ben, un gros merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager avec nous autres? Ben non, je te remercie de ton temps, Patrick. C'est super apprécié. On apprécie la promotion que tu fais des spiritueux au Québec et de nos produits aujourd'hui. Ben, merci pour ta passion aussi. Puis j'ai vraiment. C'est sûr que je vais vous suivre parce que tout ce que tu as parlé, ça donne le goût. Là. J'ai hâte de voir vers où tu t'en vas puis de goûter au résultat final. Bon. Puis c'est ça, ceux qui vont passer vous voir, mais il y a tous les autres produits à vendre aussi, tout ce qui est érable. Ouais. Tu as du popcorn à l'érable, tu as de la barbe à papa, tu as plein de produits de même. Là. On a au-dessus d'une trentaine de produits là, faits avec notre sirop quand même. Là. Fait que, disons que la variété est là. On a des beaux produits estivaux, des sauces, des épices. Donc, il y a de quoi. On ne vient pas chez nous juste pour un spiritueux. Là. Wow, mais c'est sûr qu'on va repasser te voir cet été. Tu es à 45 minutes d'ici maximum. Là, fait que, c'est sûr. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas. C'était Nicolas Baron de Domaine du Cap à Actonville. Plaisir. Merci.